17 janvier 1943. L'air de Stalingrad était paix de l'odeur de la ruine fumante et du froid mordant de l'hiver russe. Les rues, autrefois animées de vie, sont maintenant un paysage stérile de bâtiments en ruine, de vestiges carbonisés et d'un silence oppressant qui pèse comme un lourd linceul. Seuls les crépitements lointains des tirs d'artillerie et le sifflement occasionnel d'un obus tombant brisent l'immobilité. La ville est devenue un piège mortel, un endroit où la survie semble être une illusion fugace. Dans la demi-lumière de l'aube, les ruines semblent s'étendre à l'infini. La neige, couverte de terre et de cendres, s'accroche aux fondations brisées. Des fragments de béton déchiquetés s'élèvent comme des restes squelettiques d'un monde perdu. De l'ombre d'un bâtiment bombardé, une silhouette observe, parfaitement immobile, son souffle se brouillant dans l'air glacial. Son fusil est silencieux, sa position dissimulée sous des couches de neige et de débris. Il est un fantôme dans cette ville dévastée par la guerre, invisible à l'ennemi, attendant. Le monde autour de lui semble se mouvoir au ralenti, pourtant l'air est tendu par le potentiel de violence, chaque seconde pourrait être la sienne. Mais dans cette étendue glacée de mort, il est un prédateur, son seul but étant de frapper avec une précision létale, puis de disparaître à nouveau dans les ombres. Voici le monde du tireur d'élite soviétique, silencieux, patient et mortel. La bataille de Stalingrad n'était pas seulement un affrontement entre armées, c'était le cœur du front de l'Est, une lutte pour la survie où chaque mètre de terrain se payait au prix fort. À l'automne 1942, la ville était assiégée, ses rues et bâtiments réduits en décombres par des bombardements incessants. Stalingrad, du nom du dirigeant soviétique Joseph Staline, était un symbole de la fierté soviétique, un pôle industriel clé sur la Volga. Sa capture était cruciale pour la stratégie d'Adolf Hitler afin de sécuriser le front sud et prendre le contrôle de la région pétrolière du Caucase. Pour Hitler, Stalingrad représentait à la fois un objectif militaire et une victoire symbolique, une victoire qui briserait le moral soviétique et ouvrirait la voie à la victoire ultime. Les forces allemandes, fraîchement sorties de leur victoire lors des premières étapes de l'opération Barbarossa, s'étaient enfoncées profondément dans le territoire soviétique. Leur objectif était désormais le cœur même de l'Union soviétique. Pourtant, malgré des mois d'attaques incessantes, les Allemands sous-estimaient la résilience soviétique et les réalités impitoyables de la guerre d'hiver. Les Allemands étaient épuisés, étendus à la limite et mal préparés aux conditions brutales qui les attendaient. Lorsqu'ils s'approchèrent de Stalingrad à la fin de l'été 1942, ils faisaient face non seulement à la ville fortifiée, mais aussi à une défense soviétique déterminée et de plus en plus désespérée. Du côté soviétique, les enjeux étaient tout aussi élevés. Stalingrad devait être défendu à tout prix, non seulement pour empêcher une victoire décisive allemande, mais aussi pour préserver l'intégrité même de l'État soviétique. Staline donna un ordre direct à ses généraux, pas un pas en arrière. Les conséquences de l'échec étaient inimaginables. Pour les soldats soviétiques, la ville devint un champ de bataille impossible, une guerre urbaine livrée au centimètre près à travers les ruines de bâtiments d'habitation, d'usines et de rues, le tout entouré par le froid implacable de l'hiver russe. C'est dans ce contexte, où les soldats combattaient souvent dans les ruines de bâtiments pendant des jours sans repos, que le tireur d'élite soviétique émergea comme une arme de choix. Les tireurs d'élite avaient été utilisés par les soviétiques depuis les premières étapes de la guerre, mais à Stalingrad, leur rôle allait évoluer. Ils allaient devenir des symboles de la résistance soviétique cachée, patients et mortels. Le travail du tireur d'élite n'était pas de charger dans la bataille ou de tenir des positions stratégiques, mais de traquer l'ennemi, semant la peur et la confusion dans les rangs allemands. Dans les mois précédant la bataille, les commandants soviétiques reconnurent le potentiel des tireurs d'élite en tant que multiplicateurs de force et commencèrent à organiser des unités spéciales de tireurs d'élite hautement qualifiés. L'un des plus célèbres de ces tireurs d'élite serait Vassili Zetsev, un homme dont le nom allait devenir synonyme de résistance soviétique à Stalingrad. Zetsev, un ancien instituteur des montagnes de l'Oural, allait tuer plus de 200 soldats allemands durant la bataille, lui assurant reconnaissance et place dans la légende soviétique. Les Allemands, eux, étaient initialement inconscients de l'ampleur de la menace des tireurs d'élite soviétiques. Au début, ils la prenaient pour un simple inconvénient, des petites cibles qui pouvaient être éliminées par l'infanterie ou des unités contre-snipers. Cependant, à mesure que les tireurs d'élite soviétiques commençaient à éliminer des officiers clés, des équipes de mitrailleuses et même des escouades entières, les Allemands se rendaient vite compte qu'ils faisaient face à une menace bien plus insidieuse. Le silence du tireur d'élite, sa capacité à frapper de loin puis à disparaître, s'avéra être un défi insurmontable. Les Allemands, connus pour leur discipline et leur supériorité tactique, se retrouvaient dans une bataille psychologique et tactique qu'ils n'avaient pas anticipée. Au fil des jours, la bataille de Stalingrad devenait une guerre d'usure brutale. Les soldats allemands s'attendaient à une victoire rapide, un triomphe qui ouvrirait la voie au Caucase et aux champs de pétrole.
Mais ce qu'ils rencontrèrent fut quelque chose de totalement différent. Ce qu'ils trouvèrent, à la place, était une ville de terreur où chaque coin semblait cacher la mort et où l'ennemi était partout et nu par la fois. Le temps, le terrain et la détermination des défenseurs soviétiques combinés transformèrent Stalingrad en un labyrinthe mortel où la survie elle-même devenait une victoire. L'importance des tireurs d'élite n'a pas échappé à la direction soviétique. Un tireur d'élite pouvait éliminer des officiers supérieurs, perturber le commandement allemand et semer la confusion dans les rangs ennemis. Chaque tir porté n'était pas seulement un coup porté à un soldat individuel, mais à le moral de toute l'unité allemande. Et contrairement à l'artillerie ou aux bombardiers, qui étaient faciles à repérer et à neutraliser, la position du tireur d'élite était éphémère, sa présence de la mort était ressentie mais rarement vue. Cette guerre invisible était autant une bataille pour le contrôle de l'esprit qu'une lutte physique pour le territoire. Vassili Zaitsev devint un exemple parfait de l'efficacité létale du tireur d'élite soviétique. Initialement ouvrier d'usine, Zaitsev avait appris à tirer de son enfance et avait perfectionné ses compétences dans la nature sauvage de sa patrie. Lorsqu'il rejoignit l'armée rouge, son aptitude naturelle pour le tir lui valut rapidement une reconnaissance. Au moment de la bataille de Stalingrad, il était devenu l'un des tireurs d'élite les plus habiles des forces soviétiques. L'histoire de Zaitsev est souvent mythifiée, mais ses réalisations étaient indéniables. Il devint le symbole du tireur d'élite soviétique, son nom inspirant la peur parmi les soldats allemands, qui finirent par envoyer leur propre tireur d'élite pour le cibler dans un duel mortel. Malgré son succès, les tireurs d'élite soviétiques n'étaient pas à l'abri des conditions horribles qui les entouraient. La vie à Stalingrad était une lutte constante pour la survie. Les soldats soviétiques combattaient non seulement contre les envahisseurs allemands, mais aussi contre la faim, les maladies et le froid implacable. La nourriture était rare, et les soldats devaient souvent se contenter de rations gelées ou chercher ce qu'ils pouvaient trouver parmi les ruines. La pression psychologique de la guerre urbaine était inimaginable. Les soldats se déplaçaient dans les rues dévastées de la ville avec la conscience que chaque coin, chaque porte pouvait cacher un tireur d'élite allemand. La pression constante du combat, combinée à la peur d'être traqués par l'ennemi, créait une atmosphère de profonde anxiété. Les soldats allemands, eux aussi, faisaient face à leurs propres défis. Bien qu'ils fussent bien entraînés et équipés, ils apprirent rapidement que Stalingrad était un type de bataille différent, une bataille qui allait les pousser à la limite de leur endurance et de leur patience. Ce qu'ils avaient envisagé comme une conquête relativement rapide et décisive se transforma en une guerre d'usure. La présence des tireurs d'élite soviétiques ajouta un élément de guerre psychologique qui déstabilisa les Allemands. Ils ne savaient jamais d'où allait venir le prochain tir et ne pouvaient pas facilement riposter. Pour les Allemands, cela créait un sentiment de terreur grandissant. C'était une guerre des nerfs. À mesure que l'hiver tombait sur Stalingrad, les conditions se détérioraient pour les deux camps. Les Allemands, incapables d'obtenir une victoire décisive, se retrouvèrent piégés dans la ville par les forces soviétiques encerclantes. L'échec à capturer Stalingrad et les pertes humaines croissantes marquèrent un tournant dans la guerre. Ce qui avait commencé comme une avancée prometteuse vers le cœur de l'Union soviétique s'était rapidement transformé en une lutte désespérée pour la survie. La contre-offensive soviétique débuta à la fin de novembre 1942 et début février 1943, les forces allemandes à Stalingrad étaient encerclées. La bataille qui avait commencé l'été précédent touchait désormais à sa conclusion sanglante. Stalingrad était devenu un symbole de la résilience soviétique, et le rôle des tireurs d'élite dans cette victoire ne pouvait être sous-estimé. Les tireurs d'élite n'avaient pas seulement infligé des pertes aux Allemands, mais ils avaient également joué un rôle clé dans l'érosion de la volonté de combattre de l'ennemi. Alors que les Allemands commençaient à se retirer et à se rendre, l'armée rouge sortait victorieuse, marquant la première grande défaite de la Wehrmacht sur le front de l'Est. La bataille avait coûté cher aux deux camps, avec des centaines de milliers de soldats perdus. Mais pour l'Union soviétique, la victoire à Stalingrad représentait un tournant crucial dans la guerre. Un tournant qui allait changer le cours de l'histoire et renverser la dynamique en faveur des Alliés. Pour les soldats soviétiques, la bataille de Stalingrad était une épreuve brutale d'endurance humaine, tant physique que mentale. Les conditions étaient inimaginables. Les soldats combattaient dans une ville réduite en ruines, où chaque pas en avant signifiait risquer la mort sous le feu des tireurs d'élite, l'artillerie ou les bombardements aériens. La nourriture et les fournitures étaient rares, et même ceux qui avaient la chance de trouver un abri devaient souvent le partager avec leurs camarades, tous conscients que l'ennemi pouvait frapper à tout moment. Au cœur de cette ville de la mort, les soldats soviétiques étaient animés par un seul objectif, la survie, non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs camarades et pour la cause soviétique. Les tireurs d'élite, comme Zaitsev, représentaient la force silencieuse qui persistait au milieu du chaos. Ils n'étaient pas considérés comme des héros traditionnels, ils ne se lançaient pas tête baissée dans la bataille, mais attendaient, observaient et frappaient depuis les ombres.
Les tireurs d'élite étaient des figures isolées dans une mer de camarades, passant souvent des jours, voire des semaines, sans parler à personne. Leur lien était forgé par la survie partagée, pas par la camaraderie dans les tranchées. La vie d'un tireur d'élite signifiait de longues heures passées immobiles dans le froid, la tension de savoir qu'à tout moment, l'ennemi pourrait les repérer, ou pire, que les tireurs d'élite ennemis pourraient les cibler. Le fardeau émotionnel était profond. D'un côté, ils étaient poussés par un sens du devoir et de la fierté. De l'autre, le poids de tuer à distance n'était pas facile à oublier. Pour ZSEF, le coût émotionnel était particulièrement élevé. Il était un homme simple, né dans les montagnes de l'Oural, et sa transition de travailleur d'usine à tireur d'élite était une chose qu'il n'avait jamais anticipée. Pourtant, dans les ruines de Stalingrad, où chaque tir pouvait signifier la vie ou la mort, sa transformation était complète. Il racontera plus tard comment il n'eut d'autre choix que de se renforcer, de séparer l'acte de tuer de la personne derrière lui. C'était un mécanisme de survie, mais c'était aussi un lourd fardeau émotionnel. La peur de perdre des camarades, la pression de survivre et la compréhension que chaque mort pèserait sur sa conscience étaient autant de forces qui façonnaient l'expérience du tireur d'élite. Pour les Allemands, l'expérience de combattre à Stalingrad fut tout aussi déshumanisante. Beaucoup de soldats de la Wehrmacht étaient bien entraînés et s'attendaient à une victoire rapide. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent pris dans une bataille pour leur propre survie. Les horreurs de la guerre urbaine eurent un impact psychologique sur les troupes allemandes. Elles vivaient elles aussi avec la menace constante de la mort, sachant que des tireurs d'élite soviétiques les traquaient depuis les ruines. La menace était toujours présente mais jamais visible, une sorte de guerre où chaque moment pouvait être le dernier, et la mort venait sans avertissement. Il est dit que beaucoup de soldats allemands, notamment ceux qui étaient nouveaux sur le front, furent accablés par la situation. La destruction, le froid et la nature implacable de la bataille les poussèrent à remettre en question leur leadership, leur cause et leur capacité à endurer. Angle tactique, le rôle des tireurs d'élite dans la guerre urbaine. Le rôle des tireurs d'élite à Stalingrad était autant une question de guerre psychologique que de tuerie. Contrairement au combat traditionnel, où les armées se rencontraient dans de grandes batailles, le paysage urbain de Stalingrad permettait aux tireurs d'élite d'opérer en isolation. Ils pouvaient se déplacer entre les ruines, frapper depuis des positions dissimulées, puis disparaître dans les ombres. Le terrain lui-même, bâtiments effondrés, fenêtres brisées, rues dévastées, devenait un champ de bataille où les tireurs d'élite prospéraient. Les tireurs d'élite soviétiques tirèrent pleinement parti de ces conditions. Ils étaient souvent placés dans des positions où ils pouvaient observer les mouvements ennemis à distance, sans se rendre visibles eux-mêmes. Leur cible principale était des officiers allemands, des mitrailleurs et de l'infanterie. Chaque tireur d'élite soviétique était formé non seulement pour atteindre sa cible, mais aussi pour frapper au cœur du moral allemand. Un officier de haut rang tué pouvait perturber la structure de commandement d'une unité. Un mitrailleur réduit au silence pouvait rendre une escouade entière vulnérable. Mais le tir n'était pas seulement une question de tir. Le véritable art résidait dans la patience et l'observation. Un tireur d'élite devait comprendre le terrain, lire les mouvements de l'ennemi et savoir quand prendre le tir. Le timing était crucial. Chaque tireur d'élite devait avoir une connaissance intime du rythme du combat, les moments où l'ennemi serait distrait, où il serait exposé. Un seul tir bien placé pouvait changer le cours d'une rencontre, mais seulement si le tireur avait attendu le bon moment. Les Allemands, au début, sous-estimaient le rôle des tireurs d'élite dans le combat urbain. Ils étaient habitués à des engagements plus traditionnels où la force écrasante et la vitesse garantissaient la victoire. Ils avaient leurs propres tireurs d'élite, mais ils n'étaient pas préparés à la dévotion des soviétiques à leur article. Les tireurs d'élite allemands, bien que compétents, manquaient de l'utilisation stratégique du terrain et de la dissimulation que les soviétiques avaient perfectionnée. Cet avantage tactique permettait aux tireurs d'élite soviétiques de frapper avec une précision mortelle, souvent sans que les Allemands ne réalisent d'où venaient les tirs. Angle technologique, les armes de la guerre. Les tireurs d'élite de Stalingrad manœuvraient le fusil Mosin Nagant, un fusil à verrou soviétique qui devint l'arme de sniper la plus iconique de la guerre. Sa conception robuste et sa puissante balle de 7,62 mm le rendaient mortel à longue portée, tandis que sa simplicité garantissait une fiabilité même dans les conditions les plus dures. Assorti d'une lunette PU, le Mosin Nagant devint l'arme idéale pour les tireurs d'élite dans l'environnement urbain de Stalingrad. La précision de ce fusil, couplée à l'entraînement rigoureux des soviétiques en matière de camouflage et de dissimulation, en faisait un outil redoutable pour éliminer des cibles de haute valeur. Les forces allemandes, elles aussi, avaient leur propre fusil de sniper, comme le Mauser K98K avec une lunette Zielfernrohr. Cependant, malgré leur sophistication technologique, ces fusils n'avaient pas le même avantage en termes de nombre ou de flexibilité dont jouissaient les tireurs d'élite soviétiques. Le Mosin Nagant
bien que moins raffinée que les fusils allemands, était une arme fiable et largement disponible et devint la pierre angulaire des tactiques de snipers soviétiques. Au-delà des fusils eux-mêmes, les tireurs d'élite soviétiques comptaient également sur leur capacité à rester cachés. Ils utilisaient souvent les ruines de Stalingrad à leur avantage, se fondant dans le paysage. Les bâtiments en ruine, avec leurs fenêtres brisées et leurs murs effondrés, offraient une couverture parfaite. Cela rendait difficile pour les Allemands de les localiser et de les neutraliser. À mesure que la bataille avançait, les Soviétiques perfectionnèrent leur tactique, devenant plus habiles à utiliser l'environnement à leur avantage. Le leadership à Stalingrad, général Vassili Chouikov. Le leadership de l'armée rouge soviétique à Stalingrad était essentiel à la stratégie de défense soviétique. Et parmi les nombreuses figures clés de la bataille, le général Vassili Chouikov se distingue. Nommé à la tête de la 62e armée à Stalingrad, Chouikov était un homme connu pour sa volonté de fer, son approche pragmatique et son engagement profond à défendre la ville à tout prix. Dès les premiers jours de la bataille, il fit savoir que la retraite n'était pas une option. L'ordre de Staline, pas un pas en arrière, résonnait dans chacune de ses décisions, et il insuffla cette doctrine à ses troupes. Chouikov comprenait mieux que quiconque la nature de la guerre urbaine. Là où d'autres commandants auraient pu se fier aux tactiques conventionnelles, mouvements offensifs à grande échelle et manœuvres de balayage, Chouikov savait que les rues et les ruines de Stalingrad exigeaient quelque chose de plus. La ville était un labyrinthe de la mort, et la victoire résidait dans la tenue de chaque position aussi longtemps que possible, en usant lentement l'ennemi, morceau par morceau. Son leadership se caractérisait par sa résilience, son refus d'accepter la défaite et sa capacité à inspirer ses troupes face à des obstacles apparemment insurmontables. Sous la direction de Chouikov, les tireurs d'élite soviétiques opéraient en grande partie en autonomie. Ils n'étaient pas placés sous commandement direct lors de chaque mission, mais étaient plutôt chargés d'objectifs spécifiques, harceler, perturber et tuer l'ennemi depuis les ombres. L'accent stratégique mis par l'armée rouge sur ces tireurs d'élite était en partie dû à la compréhension de Chouikov de l'impact psychologique qu'ils infligeraient aux Allemands. Les tireurs d'élite devenaient une extension de la résilience soviétique, incarnant l'idée que chaque centimètre de Stalingrad valait la peine d'être défendu. Le leadership de Chouikov, bien que centré sur la nécessité tactique, avait également un impact profond sur le moral des troupes soviétiques. Sa présence sur les lignes de front, se battant aux côtés de ses soldats, leur donnait confiance. Il veillait à visiter les unités les plus touchées et à entrer en contact personnel avec ses soldats, leur offrant des encouragements et partageant leurs difficultés. Ce sens du sacrifice partagé et du leadership dans les tranchées contrastait fortement avec le commandement allemand, où les officiers supérieurs étaient souvent éloignés de la réalité du champ de bataille. Angle ennemi, la réponse allemande aux tireurs d'élite soviétique. Du point de vue allemand, les tireurs d'élite soviétique de Stalingrad représentaient une menace terrifiante et déroutante. Au début, les Allemands sous-estimaient l'importance des tireurs d'élite dans l'armée soviétique, croyant que les tactiques traditionnelles, basées sur une puissance de feu massif, suffiraient. Ils avaient leurs propres unités de tireurs d'élite, mais ils n'étaient pas préparés à la profondeur du programme de tireurs d'élite soviétique, ni à la guerre psychologique que ces tireurs pouvaient mener. Au fur et à mesure que la bataille progressait, les Allemands comprirent rapidement qu'ils faisaient face à un nouveau type de guerre, une guerre qui ne reposait pas sur la force écrasante, mais sur la furtivité, la précision et la patience. Les soldats allemands commencèrent à craindre l'ennemi invisible, sachant qu'un seul tir pouvait éliminer un officier ou un mitrailleur, paralysant toute une escouade. Les Allemands tentèrent de répondre en déployant leurs propres tireurs d'élite et unités contre snipers, mais l'avantage soviétique en nombre et en connaissance du terrain se révéla difficile à surmonter. En réponse à l'efficacité croissante des tireurs d'élite soviétiques, les Allemands cherchèrent à introduire des tactiques spécialisées pour les neutraliser. Ils tentèrent d'attirer les tireurs d'élite à l'aide de tactiques contre snipers, telles que l'utilisation de cibles fictives ou de leurres. Ils déployèrent également des chasseurs de snipers, des soldats expérimentés formés spécifiquement pour traquer et éliminer les tireurs d'élite soviétiques. Mais même ces unités spécialisées peinaient face à l'adaptabilité des tireurs d'élite soviétiques et aux défis que présentait l'environnement urbain de Stalingrad. Les tireurs d'élite allemands, même lorsqu'ils réussissaient dans leurs opérations contre snipers, n'avaient que rarement le même impact sur le moral soviétique. Les Allemands, malgré leurs succès initiaux dans la neutralisation de certains tireurs d'élite soviétiques, étaient incapables de briser l'emprise psychologique que les tireurs d'élite soviétiques avaient sur leur force. D'une certaine manière, les tireurs d'élite soviétiques remportaient une victoire psychologique, forçant les Allemands à remettre en question chaque mouvement et semant le doute parmi les soldats sur leur capacité à gagner. Angle moral, le fardeau psychologique du sniping. La nature même du sniping, en particulier dans une ville aussi dévastée que Stalingrad, apportait un défi moral unique. Pour les tireurs d'élite soviétiques,
L'acte de tuer n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient facilement séparer de leur humanité. Bien qu'ils fussent souvent félicités pour leur précision et leur efficacité, le fardeau émotionnel de leur travail était indéniable. Le travail d'un tireur d'élite n'était pas simplement de tuer, mais de le faire à distance, souvent sans confrontation directe. Les tueries des tireurs d'élite étaient froides, calculées et souvent invisibles pour ceux qui les entouraient. La distance entre le tireur d'élite et sa cible, la suppression du combat face à face, signifiait que la mort était souvent plus impersonnelle, mais aussi plus hantée. Les soldats qui tuaient à travers les lunettes de visée savaient qu'ils ne prenaient pas seulement des vies, ils frappaient au cœur du moral de l'ennemi. Du côté allemand, l'impact était tout aussi profond. Bien que les Allemands fussent bien entraînés à l'art du sniping, de nombreux soldats peinaient avec le fardeau psychologique de leur travail. La menace constante d'être abattus par un tireur d'élite caché, la peur qu'un seul tir puisse mettre fin à leur vie à tout moment, créait un sentiment de terreur omniprésent. Les Allemands, habitués à combattre sur des champs de bataille ouverts, furent forcés de s'adapter à un nouveau type de guerre, une guerre où la paranoïa et la vigilance constante étaient nécessaires. Les effets psychologiques sur les soldats allemands furent importants, et beaucoup rapportèrent ressentir un profond malaise, sachant que l'ennemi pouvait être n'importe où, attendant le tir parfait. Pour les deux camps, la dimension morale du sniping transcendait le champ de bataille. C'était une guerre non seulement de tactique et de stratégie, mais aussi de psyché humaine. Les tireurs d'élite, qu'ils soient soviétiques ou allemands, furent forcés de réconcilier leur rôle d'instrument de mort, et les conséquences de leurs actions les poursuivraient bien après la fin de la bataille. Le point tournant de Stalingrad ne vint pas avec le bruit assourdissant de l'artillerie ou la charge furieuse de l'infanterie, mais dans un moment silencieux de précision mortelle. C'était décembre 1942, le froid mordant s'était enfoncé dans les os des deux camps et la bataille avait atteint une impasse. Les forces allemandes, luttant contre les pénuries de ravitaillement et les conditions hivernales sévères, se retrouvaient de plus en plus vulnérables face à la défense soviétique implacable. Mais ce furent les tireurs d'élite, dans leur manière silencieuse, qui allaient faire basculer le cours de la bataille. Vassili Zaitsev, le plus célèbre des tireurs d'élite soviétiques à Stalingrad, était déjà devenu une légende vivante. Son compte de soldats allemands tués augmentait de jour en jour, et la peur qu'il inspirait chez l'ennemi était palpable. La méthode de Zaitsev était simple, patience, précision et persistance. Il avait perfectionné l'art de traquer sa proie, utilisant les ruines de la ville à son avantage. Chaque tir était calculé, chaque mouvement délibéré. Il n'était pas simplement un soldat, il était devenu un symbole de la résistance soviétique, une incarnation du refus de l'armée rouge de céder la ville. Mais l'impact de Zaitsev allait bien au-delà de ses victoires individuelles. À mesure que sa réputation grandissait, les efforts des forces allemandes pour le contrer se multipliaient. Les commandants allemands, incapables de laisser un seul tireur d'élite soviétique terroriser leur rang, mirent une prime sur la tête de Zaitsev. Ils envoyèrent leur propre meilleur tireur d'élite, un tireur d'élite expérimenté de la Luftwaffe à Stalingrad, chargé d'éliminer la légende soviétique. Cela devint plus qu'une question de tactique militaire. C'était un duel personnel qui aurait des implications durables pour les soldats et la bataille en général. Les deux tireurs d'élite, Zaitsev et son homologue allemand, entamèrent un jeu du chat et de la souris dans les ruines de la ville. Chacun connaissait les tactiques de l'autre et chacun avait l'avantage des décombres de la ville pour se cacher. Ils observaient pendant des heures, attendant le plus petit mouvement, la plus petite erreur. La tension était insupportable. Zaitsev raconta plus tard que ce duel ressemblait à un jeu d'attente interminable, une guerre de nerfs autant qu'une guerre de compétences. Il savait que s'il bougeait trop vite, il risquait de se faire repérer par le regard mortel du tireur d'élite allemand. S'il hésitait trop longtemps, il risquait de perdre l'opportunité de frapper. Puis, un jour fatidique, alors que les deux tireurs se faisaient face à travers un complexe d'appartements en ruine, la confrontation atteignit son apogée. Zaitsev, toujours aussi patient, attendait depuis des heures dans l'ombre, observant les mouvements de son ennemi à travers sa lunette. Le tireur d'élite allemand était bon, peut-être aussi habile que Zaitsev, mais les conditions étaient contre lui. Le tireur soviétique connaissait mieux le terrain et il comprenait la valeur d'attendre. Au moment crucial, Zaitsev tira. Ce fut un tir net et précis. Le tireur d'élite allemand tomba au sol, sa vie éteinte par une seule balle. Zaitsev, sans hésiter, se fondit à nouveau dans les ruines, disparaissant comme un fantôme dans les décombres de la ville. Le duel, en fin de compte, ne fut pas décidé par la puissance de feu brut, mais par la patience, l'habileté et une compréhension profonde du terrain. C'était ça, la nature de Stalingrad, un lieu où un seul instant de précision silencieuse pouvait changer le cours d'une bataille. La mort du tireur d'élite allemand eut un impact profond sur le moral des deux camps. Pour les soldats soviétiques, ce fut une victoire symbolique, une démonstration de la résilience et de l'habileté de leurs forces. Pour les Allemands, ce fut un coup psychologique.
La peur des tireurs d'élite soviétiques faisait déjà des ravages, mais la mort de l'un de leurs tireurs les plus expérimentés ne fit qu'ajouter à la sensation croissante d'incertitude dans les rangs allemands. C'est à ce moment-là, le silence entre les tirs, que la guerre psychologique de Stalingrad tourna en faveur des forces soviétiques. Les Allemands avaient déjà commencé à ressentir le poids de l'encerclement qui se resserrait autour d'eux. Chaque jour qui passait, les ruines de la ville, le froid et la menace constante de la mort érodaient leur détermination. La perte de leurs propres tireurs d'élite, un symbole de leur supériorité tactique, était une fissure de plus dans l'armure fragile de la Wehrmacht. Les tireurs d'élite soviétiques, menés par des figures comme Zaitsev, étaient devenus plus qu'une simple épine dans le pied des Allemands. Ils étaient désormais une partie intégrante de la contre-offensive soviétique. Leur présence dans la ville, combinée à la pression croissante de l'encerclement, fit vaciller les Allemands. Chaque tir de sniper n'était pas seulement un coup porté aux forces ennemies, mais un coup porté à leur morale. À mesure que décembre avançait et que les forces soviétiques lançaient leur contre-offensive, la position allemande devenait de plus en plus intenable. Les rues de Stalingrad, autrefois pleines de troupes allemandes, résonnaient désormais du bruit des soldats en retraite, abandonnant la ville aux soviétiques. La bataille était loin d'être terminée, mais le tournant était déjà là. Les forces allemandes, désormais encerclées, seraient bientôt contraintes à une retraite catastrophique, marquant le début de la fin de leur campagne à l'Est. Alors que la contre-offensive soviétique prenait de l'ampleur, le tournant de la bataille de Stalingrad n'était plus une question de supériorité tactique, c'était une question d'inévitabilité. En janvier 1943, la Wehrmacht se retrouvait prise dans un étau, encerclée de toutes parts par les forces soviétiques. Stalingrad, qui était autrefois sur le point de s'effondrer, était désormais le cimetière de la 6e armée allemande. Les tireurs d'élite soviétiques, désormais soutenus par le poids écrasant de l'artillerie, de l'infanterie et des divisions blindées soviétiques, faisaient partie de la stratégie globale pour démanteler la prise allemande de la ville. Le tireur d'élite, qui avait autrefois été une figure isolée, faisait désormais partie de la machine mortelle de la victoire de l'armée rouge. Les Allemands, bien que aguerris au combat, ne parvenaient pas à s'adapter à la nouvelle nature de la guerre qui s'était imposée à Stalingrad. Le fardeau psychologique était insupportable. Les soldats, qui avaient autrefois compté sur la force écrasante et la discipline, se retrouvaient maintenant piégés dans une ville devenue un labyrinthe de mort. Ils ne pouvaient plus se fier à leurs yeux. Les tireurs d'élite, toujours cachés, toujours à l'affût, avaient érodé leur sens de la sécurité. Chaque coin cachait une menace, chaque bruit, un avertissement. Ce qui avait commencé comme une bataille pour une ville était devenu une guerre psychologique d'usure dans laquelle les soldats allemands perdaient leur volonté de se battre. La bataille de Stalingrad avait transcendé sa signification géographique et tactique. Ce n'était plus seulement une lutte pour le contrôle d'une ville, mais une bataille pour l'avenir du front de l'Est. Pour Hitler, la défaite de Stalingrad représentait le premier véritable revers de sa machine de guerre, un échec qui allait rapidement se transformer en une défaite incontrôlable. Pour les Soviétiques, c'était un moment de rédemption, un cri de ralliement pour toute la nation. La bataille de Stalingrad marquait un tournant non seulement dans la guerre, mais dans l'histoire. Elle entrerait dans les annales comme l'une des batailles les plus significatives de la Seconde Guerre mondiale, une bataille qui avait inversé le cours des événements en faveur des Alliés et scellé le destin des puissances de l'Axe. Les forces soviétiques, malgré des pertes lourdes, avaient brisé le dos de l'offensive allemande. L'armée allemande, isolée et affamée, fut contrainte à la capitulation. Le 2 février 1943, les restes de la 6e armée allemande, sous le commandement du général Friedrich Paulus, se rendirent aux Soviétiques. La force allemande, autrefois fière et disciplinée, qui était sur le point de prendre le cœur de l'Union soviétique, était maintenant en totale déroute. La perte de Stalingrad marquait la fin des ambitions allemandes à l'Est et préparait le terrain pour l'avancée de l'Union soviétique vers l'Ouest jusqu'à Berlin. Vassili Zaitsev, au moment de la capitulation allemande, était devenu un symbole de la victoire soviétique. Son nombre de tués confirmés dépassait les 200, et il était devenu un héros non seulement pour son pays, mais pour la cause de la résistance soviétique dans son ensemble. Mais la victoire de Zaitsev n'était pas seulement personnelle, elle était le triomphe du système soviétique, le résultat d'un entraînement rigoureux, de résilience et de la conviction de l'importance de chaque individu dans la lutte pour la survie. Le tireur d'élite, autrefois vu comme une figure isolée, était devenu un symbole de l'effort de guerre soviétique, représentant la ténacité et la volonté inflexible de l'armée rouge. Pour les Allemands, la défaite de Stalingrad n'était pas seulement un échec militaire, mais un effondrement moral et stratégique. Les dégâts psychologiques infligés par les tireurs d'élite soviétiques, le combat urbain implacable et l'encerclement soviétique croissant avaient eu un impact bien plus important que les pertes physiques. La 6e armée allemande, autrefois considérée comme une force d'élite, avait été anéantie,
et avec elle, le mythe de l'invincibilité allemande commença à s'effondrer. Les Soviétiques avaient prouvé qu'ils pouvaient non seulement supporter l'avancée allemande, mais aussi la repousser, et au cœur de Stalingrad, l'équilibre de la guerre s'était renversé. La capitulation allemande à Stalingrad le 2 février 1943 marqua l'un des tournants les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'armée allemande, la défaite fut catastrophique. Environ 91 000 soldats allemands furent faits prisonniers, dont beaucoup ne reviendraient jamais chez eux. La perte de Stalingrad n'était pas seulement une catastrophe militaire, c'était un coup psychologique profond. L'image de la 6e armée allemande, autrefois fière, entourée, affamée et finalement se rendant dans les ruines de la ville, brisa le mythe de l'invincibilité allemande. Le rêve d'Hitler d'une victoire rapide à l'Est s'effondra, emportant avec lui l'élan de la Wehrmacht. La capitulation de Stalingrad annonça un changement dans l'équilibre des pouvoirs sur le front de l'Est. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Allemands n'étaient plus les chasseurs, ils étaient les chassés. La contre-offensive soviétique, lancée après l'encerclement allemand, repoussa la Wehrmacht au-delà du fleuve Volga et profondément dans la steppe ukrainienne. L'Union soviétique, avec ses vastes réserves de main-d'œuvre et de matériel, était désormais sur la défensive. Les semaines et les mois suivant la reddition, le fardeau psychologique sur les Allemands était évident. La défaite de Stalingrad non seulement endommagea le moral des troupes allemandes, mais affecta profondément leur structure de commandement. Hitler, toujours déterminé à poursuivre la guerre, rejeta la réalité de la défaite et exigea que ses généraux continuent à se battre. Cependant, la perte stratégique était indéniable. La défaite de la 6e armée à Stalingrad priva les Allemands de tout point d'appui dans le sud de la Russie et élimina toute chance de capturer les champs pétrolifères du Caucase. Les Allemands étaient désormais contraints à la retraite, et pour la première fois, le vent de la guerre commença à tourner de manière décisive en faveur des Soviétiques. Pour l'armée rouge, la victoire à Stalingrad constitua un immense renfort. L'Union soviétique, malgré les lourdes pertes qu'elle avait subies, près de 1,1 million d'hommes, soldats et civils compris, fut galvanisée par le succès. Stalingrad était devenu un symbole de résilience et de défi soviétique. La défense de la ville avait coûté cher aux Soviétiques, mais elle avait prouvé qu'ils pouvaient non seulement résister à la machine de guerre allemande, mais aussi la repousser. Pour les tireurs d'élite de Stalingrad, la victoire fut douce amère. Ils avaient joué un rôle crucial dans la défense de la ville, mais le fardeau psychologique de leur travail était immense. Les tireurs d'élite avaient lutté non seulement contre des soldats, mais contre la terreur de la ville elle-même. Dans les espaces froids et silencieux de chaque tir, ils avaient été témoins de la destruction de Stalingrad, maisons, vies et familles entières avaient été effacées. Pourtant, dans l'ombre des ruines, ils étaient devenus des instruments de la volonté soviétique, inspirant la peur chez les Allemands et incarnant la résilience du peuple soviétique. L'impact des tireurs d'élite soviétiques, particulièrement des figures comme Zaitsev, n'était pas seulement tactique, mais symbolique. Ils étaient devenus des icônes de la propagande soviétique, des symboles de la détermination du pays. Zaitsev, en particulier, serait célébré dans le cinéma et la littérature soviétique, ses exploits devenant une partie de la mythologie de la victoire soviétique. Mais la réalité de son travail, ainsi que celle de ses camarades, était loin d'être glamour. Le métier de tireur d'élite exigeait une patience extraordinaire, une détermination inébranlable et une volonté d'endurer des conditions extrêmes. Le rôle du tireur d'élite était de rester invisible, de frapper avec précision, puis de disparaître dans les ruines, laissant seulement la peur derrière eux. Cette guerre silencieuse, bien qu'essentielle, laissait des cicatrices chez ceux qui y participaient. La bataille de Stalingrad a eu des répercussions, bien au-delà du champ de bataille. La défaite de la 6e armée allemande marqua le début d'une longue retraite qui durerait jusqu'au dernier jour de la guerre. La confiance nouvellement acquise de l'Union soviétique, renforcée par sa victoire, la propulsa dans une série d'offensives qui la conduirait finalement à Berlin en 1945. La bataille de Stalingrad restait cependant un symbole central de la détermination et de la force soviétique. Pour les Alliés, la victoire de Stalingrad constitua un moment décisif dans l'effort de guerre globale. L'Union soviétique, désormais à l'offensive, offrit un second front crucial, allégeant ainsi la pression sur les alliés occidentaux qui se préparaient encore à leur propre grande campagne en Afrique du Nord et en Europe. La victoire à Stalingrad était également un témoignage de l'efficacité de l'effort de guerre soviétique et a contribué à solidifier la place de l'Union soviétique comme superpuissance mondiale après la guerre. Cependant, l'héritage de la bataille n'était pas simple. Stalingrad avait coûté la vie à des millions de personnes, et les cicatrices psychologiques laissées sur les soldats soviétiques et allemands se feraient sentir bien après la fin de la guerre. Pour les survivants, en particulier les tireurs d'élite qui avaient combattu dans les ruines, les souvenirs de la bataille n'étaient pas faciles à oublier. Zaitsev,
qui était devenu un héros national, vivrait pour voir la fin de la guerre, mais le poids de ses actions demeurerait avec lui. Les tireurs d'élite de Stalingrad, comme beaucoup d'autres qui avaient combattu dans la bataille, seraient à jamais marqués par leurs expériences dans cet enfer glacé. La perte de Stalingrad modifia fondamentalement le cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut la première grande défaite pour les Allemands et le début du basculement de la dynamique vers l'Union soviétique. Ce fut le début de la fin pour les rêves de conquête de Hitler à l'Est et une victoire pour le peuple soviétique qui symbolisait leur capacité à endurer même les épreuves les plus inimaginables. La bataille serait mémorée non seulement pour les combats acharnés et les souffrances immenses, mais aussi pour la ténacité, le courage et le silence de ceux qui avaient combattu dans l'ombre, les tireurs d'élite soviétiques de Stalingrad. La bataille de Stalingrad, bien que combattue sur la terre brûlée d'une seule ville, devint bien plus qu'une simple confrontation entre armées. C'était une lutte pour l'âme d'une nation. La dévastation, la perte de vie et les années de souffrance laissées derrière, elles seraient ressenties par l'Union soviétique et l'Allemagne pendant des générations. Pourtant, au milieu du chaos, les tireurs d'élite de Stalingrad, comme Vassili Zaitsev, devinrent des symboles durables de survie, de résilience et de la puissance de la persévérance. La bataille elle-même fut un carrefour dans l'histoire plus large de la guerre, un moment où le cours de l'histoire commença à se renverser. Pour l'Union soviétique, Stalingrad était l'aboutissement de plusieurs années de sacrifices et de souffrances. Elle marquait la transformation d'un peuple qui, ayant enduré tant, était désormais prêt à avancer, à reconquérir les territoires perdus. La victoire psychologique à Stalingrad ne fut pas seulement la défaite d'une armée, c'était la victoire d'une idéologie, d'une croyance selon laquelle la volonté de survivre pouvait surmonter même les obstacles les plus inimaginables. Les tireurs d'élite, opérant dans l'ombre, n'étaient pas simplement des guerriers, ils étaient des agents de changement. À chaque tir, ils perturbaient la confiance de l'ennemi, laissant derrière eux un héritage de peur et de doute. Ils étaient les messagers silencieux de la résolution soviétique, capables de changer la dynamique du combat grâce à leur patience, leur habileté et leur précision. Dans une guerre définie par la violence mécanisée et les offensives brutales, le tireur d'élite représentait un tout autre type de guerre, celle où la stratégie, la subtilité et l'endurance humaine devenaient primordiales. Ils n'avaient pas les grandes machines de guerre à leur disposition, ni les nombres écrasantes, seulement leur formation, leurs instincts et leur capacité à rester invisibles au milieu des ruines. Pour les soldats allemands, les tireurs d'élite de Stalingrad représentaient quelque chose de plus insidieux et d'insaisissable. Dans une guerre où la précision et le contrôle étaient essentiels, les troupes allemandes en étaient venues à compter sur la certitude de leur pouvoir écrasant. Pourtant, les tireurs d'élite révélaient une vérité terrifiante. Toutes les batailles ne pouvaient pas être gagnées par la force. La ville elle-même, le froid, les décombres, l'isolement, c'était un lieu où l'endurance humaine comptait plus que la puissance de feu. Pour les Allemands, leur incapacité à s'adapter au fardeau psychologique du tir à distance devint l'une des faiblesses critiques qui conduisirent à leur défaite finale. Les échos de Stalingrad résonnèrent bien au-delà de la ville elle-même. Les tireurs d'élite de Stalingrad ne se contentèrent pas de changer le résultat d'une seule bataille, ils redéfinirent la façon dont les guerres seraient menées à l'avenir. Les leçons apprises sur la guerre psychologique, l'importance de l'adaptabilité et le pouvoir du moral forgeraient les tactiques et les stratégies des années à venir. Au final, ce n'était pas la force de l'une ou l'autre arme, mais la force de la volonté humaine incarnée par ces tireurs d'élite, ces guerriers silencieux, qui fit pencher la balance de l'histoire. En réfléchissant à l'héritage de Stalingrad, nous sommes rappelés que le véritable coût de la guerre ne se mesure pas uniquement en pertes humaines ou en territoires perdus, mais dans la transformation qu'elle impose à ceux qui la survivent. Pour les Soviétiques, la victoire à Stalingrad fut un moment décisif, un témoignage de leur capacité à endurer, à s'adapter et à émerger plus fort. Pour les Allemands, ce fut un rappel brutal que même les plus grandes machines de guerre pouvaient être mises à genoux par la résilience d'un ennemi déterminé. En fin de compte, Stalingrad ne fut pas simplement une question de victoire ou de défaite, c'était un témoignage de la puissance durable de la volonté humaine d'individus qui, contre toute attente, choisirent de se battre non seulement pour leur survie, mais pour quelque chose de bien plus grand, l'avenir. C'est une histoire de résistance silencieuse, une histoire qui continue de résonner bien après que les derniers tirs ont été tirés. Et dans les ombres froides et silencieuses de Stalingrad, les tireurs d'élite resteront toujours comme des symboles de cette lutte éternelle entre la destruction et la volonté de persévérer.